Je m'appelle Jake Aragon, chasseur de créatures que la plupart des gens s'obstinent à qualifier de légende. Je ne suis pas du genre à aimer les projecteurs ou les histoires exagérées. Je fais simplement ce que je dois faire: suivre, enquêter et éliminer les menaces qui se cachent dans l'ombre de l'ignorance humaine. Mon travail n'est ni facile ni glorieux, mais quelqu'un doit le faire. Et pour une raison quelconque, c'était toujours moi qui recevais les appels. Cette journée a commencé comme les autres. J'étais assis sur le porche de ma maison au milieu de nulle part, une vieille bâtisse en bois entourée d'arbres et dans un silence presque oppressant. J'étais en train de réviser d'anciens rapports, essayant de mieux comprendre le comportement d'une espèce de loup-garou qui avait attaqué dans le sud du Minnesota. Ceste, alors que le téléphone sonna. Un son aigu et inattendu qui traversa l'air, calme de cet après-midi gris. À l'autre bout du fil, une voix grave et hésitante. Il était le shérif d'une ville appelée Willow Creek, à environ 2 heures de route. Il a parlé rapidement, mais suffisamment clairement pour éveiller ma curiosité. Un corps avait été retrouvé flottant dans la rivière qui traversait la ville. Une jeune femme pâle avec d'étranges marques sur le cou. Elle ressemblait à des morsures, mais elle ne provenait d'aucun animal connu. Le ton du délégué était plein d'inquiétude, peut-être même de peur. Il ne voulait pas alarmer la population, mais quelque chose en lui disait que cela dépassait la normale. Jen avait déjà vu beaucoup dans cette vie. Jai fait face à des choses qui donneraient des cauchemars même aux plus courageux. Alors, quand il a mentionné les marques sur le cou, mon estomac s'est effondré. Je savais que cette affaire n'impliquait pas seulement un meurtrier ordinaire. Jai a attrapé mon sac à dos, je l'ai rempli de l'essentiel des piquets en bois, du sel-gemme, une bouteille d'eau bénite et un cahier rempli de notes sur les créatures surnaturelles, et je suis parti. Willow Creek était exactement comme je l'imaginais, petite, calme et avec cet air mélancolique typique des villes où rien ne se passe. Sauf que maintenant, quelque chose n'allait vraiment pas. La rivière qui traversait la ville était large et calme, entourée de grands arbres dont les feuilles semblaient murmurer d'anciens secrets. Le corps a été retrouvé près d'un vieux pont, couvert de mousse et de rouille. Lorsque je suis arrivé sur les lieux du crime, j'ai vu une foule de badauds tenus à distance par des bandes de police. L'adjoint, un homme grand et mince nommé Carter, est venu me saluer. Ses yeux fatigués reflétaient le poids de ce qu'il venait de voir. « Vous deviez venir en personne », dit-il, alors que nous marchions vers la rive de la rivière. Je ne sais pas quoi penser de ça. Il m'a montré le corps. La femme gisait là, enveloppée dans un drap blanc taché de sang. Lorsqu'ils soulevèrent légèrement le tissu, j'aperçus les marques. 2 petites trous parfaitement ronds dans le col. Autour d'eux, la peau était sombre, comme s'il y avait quelque chose de toxique en cause. Il n'y avait ni bleu ni signe de lutte, mais son extrême pâleur était effrayante. Elle semblait avoir été vidée de toute vitalité. Jai séjournait dans la seule maison d'hôte de la ville, un endroit simple et poussiéreux, tenu par une dame âgée appelée Mary. Elle n'a pas posé beaucoup de questions, probablement parce qu'elle était déjà habituée aux étrangers. Jai passait la nuit à analyser tout ce que je savais jusqu'à présent. Les marques étaient caractéristiques d'un vampire, mais quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas un schéma courant. La plupart des vampires chassent la nuit et laissent peu de traces. Celui-ci semblait agir avec négligence, presque comme s'il voulait se faire remarquer. Le lendemain matin, avant même que je commence mon enquête, officielle, un autre incident s'est produit. Un homme est apparu au commissariat, chancelant et avec une expression de pure terreur sur le visage. Il avait également des marques sur le cou, mais cette fois, il était toujours en vie. Il a raconté une histoire confuse à propos de son agression par un homme de grande taille aux yeux noirs comme du charbon. Cela a tout changé. Maintenant, je savais que nous n'avions pas affaire à un simple cas isolé. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne cessait de croître. Et c'est ainsi que ma recherche a commencé. Une recherche qui m'emmènerait plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Cet homme qui s'est présenté au poste de police, tremblant et le visage pâle, était la preuve que quelque chose de très grave se passait à Willow Creek. Son nom était Thomas Reed, un bûcheron local qui travaillait dans les forêts au nord de la ville. Lorsque Carter m'a conduit vers lui, je pouvais à peine comprendre ses premiers mots. Il parlait trop vite, la voix brisée par des sanglots secs et des respirations courtes. Mais ce qu'il a dit m'a fait geler. Je rentrais à la maison après le travail, commença-t-il, se tenant toujours le cou d'une main. Il était tard, mais je connais ses traces comme ma poche. Puis, alors j'ai vu quelque chose. Un homme debout au milieu de la route. Il n'a pas bougé. Il était resté là, à me regarder. Jai trouvait ça étrange, mais Jai continuait à marcher.
C'est à ce moment-là qu'il est venu vers moi. Thomas a décrit l'attaque comme presque surnaturelle. Il a dit que l'homme ou quoi qu'il soit avait une force absurde. Avant qu'il puisse réagir, il fut projeté au sol. Il se souvenait d'avoir ressenti un froid insupportable, comme si toute la vie était aspirée de son corps. Et puis, la douleur brûlante dans mon cou. Lorsqu'il s'est réveillé, il était seul sur la route, couvert de terre et de feuilles sèches, avec des marques que tout le monde pouvait désormais voir. Son rapport a confirmé mes soupçons, nous avions affaire à un vampire. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel. La plupart des vampires agissent discrètement, chassant juste assez pour se nourrir sans attirer l'attention. Celui-ci semblait agir avec insouciance, presque avec arrogance. C'était comme s'il jouait avec nous, nous taquinait. Jai décidait de parler davantage avec Thomas. Alors qu'il reprenait son souffle, je lui ai posé des questions sur ses récentes habitudes. Je lui ai demandé s'il avait pris quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui aurait pu altérer son état mental ou physique. Il hésita un moment, comme s'il se demandait s'il devait partager cette information, mais finit par avouer. Il a dit qu'il avait bu du thé à base d'une herbe appelée Ironweed, une plante originaire de la région, connue pour ses prétendus bienfaits médicinaux. Certains habitants l'utilisaient pour soigner les rhumes ou soulager les douleurs musculaires. Cela a allumé une lumière rouge dans mon esprit. Ironweed était connu pour attirer certaines créatures surnaturelles. Non pas parce qu'il les mène, mais parce qu'elles rendaient les humains vulnérables. Certaines herbes, lorsqu'elles sont consommées, affaiblissent les défenses naturelles de l'organisme contre les entités malignes. Celui qui distribuait ce thé savait exactement ce qu'il faisait. Jai suivit la piste de l'Ironweed. Il était vendu dans un petit magasin d'aliments naturels du centre-ville, tenu par une femme recluse nommée Evelyn Harper. Elle était connue pour être une sorte de guérisseuse locale, mais quelque chose dans son attitude me dérangeait. Ses yeux étaient sombres et perçants, et elle semblait éviter tout contact visuel lorsqu'elle répondait à mes questions. Lorsque Jai posait des questions sur les acheteurs d'herbes, elle a feint l'ignorance, mais Jai réalisait qu'elle cachait quelque chose. Mes enquêtes ont commencé à révéler des tendances. Tous les cas signalés concernèrent des personnes ayant un lien avec ce magasin. Les attaques ont eu lieu à intervalles réguliers, toujours la nuit et toujours à proximité de zones boisées. Cela m'a amené à penser que le vampire utilisait la forêt comme refuge. C'était un prédateur intelligent, quelqu'un qui connaissait bien le territoire. Mais il y avait une autre pièce du puzzle qui ne rentrait toujours pas. Pourquoi un vampire agirait-il si ouvertement? Généralement, ils évitent d'exposer leur existence au monde humain, préférant rester dans l'ombre. Celui-ci était différent. Il semblait marquer son territoire, tel un animal sauvage protégeant son domaine. Avec ses pensées à l'esprit, Jai décidait d'explorer la forêt. Jai attrapait mon sac à dos, équipé de tout ce dont je pouvais avoir besoin pour affronter une créature comme celle-là. Des torches, du sel-gemme, de l'eau bénite et, bien sûr, un pieu en bois bien aiguisé. Je suis entré dans les bois au crépuscule, en suivant les sentiers mentionnés par Thomas. La forêt était dense et silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Chaque pas résonnait comme un tambour dans mes oreilles, augmentant la tension qui coulait déjà dans mes veines. Après des heures de marche, j'ai enfin trouvé quelque chose. Des traces au sol, des empreintes profondes qui semblaient fraîches. Je les suivis jusqu'à atteindre une clairière où se dressait, parmi les arbres, une vieille maison abandonnée. Les fenêtres étaient cassées, la peinture s'écaillait et le toit en pente menaçait de s'effondrer à tout moment. C'était le genre d'endroit qu'on s'attendrait à trouver dans un film d'horreur. Mais je savais que là, dans ce bâtiment apparemment inoffensif, se trouvait la réponse à tout. Jai ouvert la porte lentement, en essayant de faire le moins de bruit possible. L'intérieur était sombre et humide, avec une forte odeur de moisi et quelque chose de métallique que Jai immédiatement reconnut du sang. Il y avait des taches sur le sol, certaines encore fraîches. Jai suivit les panneaux jusqu'au sous-sol, où un escalier grinçant m'a conduit à une pièce souterraine éclairée par des bougies. Au centre de la pièce, une silhouette grande et mince était assise sur une chaise en bois. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses yeux noirs brillaient comme deux pierres polies. Il savait que j'étais là. Il se releva lentement, un sourire subtil et cruel se dessinant sur ses lèvres fines. Il n'a rien dit, mais son regard disait tout. Il m'attendait. L'air dans le sous-sol était épais, comme si l'atmosphère même autour de moi conspirait contre moi. Le vampire ne fit aucun mouvement brusque, mais sa présence était suffocante. Il continuait à me regarder avec
ses yeux noirs qui semblaient absorber toute la lumière de la pièce. C'était comme regarder un abîme, quelque chose de si vaste et si vide que cela me faisait tourner l'esprit rien que d'y penser. « Tu as pris ton temps », dit-il finalement, sa voix basse et traînante, presque mélodieuse. Je commençais à penser « Que tu ne viendrais pas », je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Ma main droite tenait fermement le pieu en bois pendant que j'évaluais l'espace autour de moi. Le sous-sol était petit, mais plein d'obstacles, des cartons poussiéreux, des meubles cassés et des toiles d'araignée suspendues comme des rideaux. Tout faux pas pourrait me désavantager. Il rit, un son doux, presque humain, mais rempli de malice qui me fit dresser les cheveux. « Sais-tu qui je suis, Jake Aragon? Sais-tu ce que je représente ?» Je savais. Plus qu'il ne l'imaginait, ce vampire n'était pas qu'un prédateur solitaire. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'arrivais pas encore à comprendre pleinement. Mais l'heure n'était pas à la réflexion. J'avais besoin d'agir. Il commença à marcher lentement autour du périmètre de la pièce, ses pas silencieux sur le sol en terre battue. Je le suivis des yeux, essayant d'anticiper son prochain mouvement. Je savais qu'il mettait mes nerfs à rude épreuve, essayant de créer une ouverture. Les vampires comme lui adorent les jeux d'esprit, transformant leurs victimes en proie avant même qu'elles n'attaquent physiquement. Puis, sans prévenir, il a attaqué. C'était rapide, bien plus rapide qu'aucun être humain ne pourrait réagir. Il a franchi la distance qui nous séparait en un clin d'œil, ses mains glacées s'enroulant autour de mon cou. Mon corps tout entier était envahi par une sensation de paralysie, comme si toute la chaleur m'était aspirée. Sa force était absurde, et je pouvais à peine respirer. Mais j'avais déjà été confronté à des choses comme celle-ci. Je connaissais déjà ses faiblesses. Avec un effort surhumain, j'ai utilisé le bout de ma botte pour lui donner un coup de pied au tibia, le forçant à reculer de quelques centimètres. C'était suffisant pour briser son contrôle momentané. J'ai roulé sur le côté. J'ai atterri sur l'une des caisses, et je me suis rapidement relevé. Il était à quelques mètres, souriant à nouveau. Il avait l'air presque fier de moi. « Tu es meilleur que les autres proies », dit-il en inclinant légèrement la tête. « Mais ça ne te sauvera pas. Cette fois, c'est moi qui ai attaqué en premier. » Jay courut vers lui, visant directement sa poitrine avec le pieu. Il était agile, esquivant facilement, mais mon coup le fit reculer de quelques pas. Il ne s'attendait pas à autant d'agressivité. Jay continuait à pousser, utilisant chaque objet autour de moi comme bouclier ou arme de fortune. Une vieille chaise lui a été lancée, lui faisant perdre une précieuse seconde. Le combat fut brutal et intense. Chaque frappe que je tentais était bloquée à une vitesse effrayante, et chaque mouvement qu'il faisait semblait calculé pour m'épuiser. Mes mains tremblaient, mais je restais concentré. Je savais qu'une seule erreur pouvait être fatale. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Il évitait la lumière des bougies. Ce n'était pas la peur du feu, mais quelque chose de plus spécifique. Les flammes projetaient de longues ombres déformées sur les murs du sous-sol, et il avait l'air mal à l'aise chaque fois qu'il était près d'elle. Cela m'a donné une idée. Jai courut vers le centre de la pièce, où la plupart des bougies étaient disposées en cercle de fortune. Jen a attrapé un et je le lui ai lancé, le forçant à battre en retraite. Il grogna, un son guttural qui résonna sur les murs, mais il garda ses distances. Jay profitait de ce moment pour réorganiser mes stratégies. Maintenant, je savais comment l'affaiblir. Cependant, il n'était pas disposé à rendre les choses faciles. Avec une vitesse impressionnante, il m'a encore sauté dessus, cette fois en me frappant le bras avec une force qui m'a fait crier de douleur. Le pieu est tombé au sol, hors de ma portée. Il en profita pour me coincer, me pressant contre le mur avec une force implacable. « Tu es venu ici pour mourir », murmura-t-il, son souffle froid touchant mon visage. J'aurais dû rester à l'écart. Mais il a commis une erreur. Alors que je me plaquais contre le mur, distrait par l'apparente victoire, j'ai réussi à récupérer une poignée de gros sel que j'avais planqué dans la poche de ma veste. Je lui ai jeté le sel directement au visage, le faisant tressaillir avec un cri de douleur. Il recula en titubant, me laissant suffisamment de temps pour récupérer le pieu. Maintenant, c'était mon tour. Avec toutes les forces qu'il me restait, j'ai couru vers lui et j'ai enfoncé le pieu dans sa poitrine, là où devrait être son cœur. Il se figea, ses yeux noirs écarquillés par le choc. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Puis, son corps a commencé à trembler, émettant un son aigu et hurlant qui a résonné dans tout le sous-sol. Ses mains se sont tendues vers moi, mais peu de temps après, il s'est effondré au sol, son corps s'effondrant en poussière sous mes yeux.
J'ai pris une profonde inspiration, essayant de reprendre mon souffle. Mon bras me faisait mal et tout mon corps me faisait mal comme jamais auparavant. Mais je savais que ce n'était pas fini. Quelque chose n'allait toujours pas. Alors que je quittais le sous-sol, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Il y avait un vieux livre sur une table voisine, couvert de symboles que j'ai immédiatement reconnus. C'étaient des runes utilisées dans les rituels d'invocation. Ce n'était pas le travail d'un vampire ordinaire. Il suivait les ordres. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que cette histoire comportait encore plus de chapitres. Quitter cette maison, c'était comme sortir d'un cauchemar. L'air frais de la nuit semblait presque irréel, après la chaleur étouffante et la tension mortelle qui régnait dans le sous-sol. Mon corps était épuisé, chaque muscle hurlait de douleur, mais mon esprit ne s'arrêtait pas de fonctionner. Ce livre sur la table, les symboles, les runes, le schéma rituel était la preuve que je venais d'affronter une seule pièce dans un jeu beaucoup plus vaste. Je suis retourné à la maison d'hôte où je logeais, mais je n'arrivais pas à dormir. Je m'assis à la petite table en bois de ma chambre, feuilletant mes notes et essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le vampire que j'ai tué n'était pas qu'un prédateur solitaire. Il faisait partie de quelque chose d'organisé, de quelque chose de soigneusement planifié. Les attaques, l'Ironweed, les sentiers laissés exprès, tout semblait faire partie d'un plan plus vaste. Mais quel était l'objectif? Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner au magasin d'Evelyn Harper. Quelque chose chez elle me dérangeait depuis le début, et maintenant je savais que j'avais besoin d'obtenir des réponses. Je l'ai trouvée au comptoir, en train de disposer des herbes séchées dans des bocaux en verre. Elle a levé les yeux en me voyant entrer, mais cette fois, elle n'a pas feint l'ignorance. Son regard était froid et calculateur. Elle a dû penser que je reviendrais. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Je lui ai dit que je connaissais le vampire, qu'elle était au courant de ce qui se passait. Elle soupira, comme si elle en avait assez de cacher des secrets. Il a confirmé qu'il savait. Il expliqua que le vampire n'était pas qu'un monstre assoiffé de sang. C'était un serviteur, un instrument utilisé par quelqu'un de plus puissant. Un ancien sorcier connu sous le nom de Mordin, capable de manipuler des créatures surnaturelles, les utilisant comme pions dans ses jeux macabres. Votre motivation? Pouvoir. Il cherchait à dominer à la fois les mondes humains et surnaturels, les unissant sous son contrôle. Ironweed faisait partie de ce plan. Cela affaiblissait les défenses humaines, rendant les gens vulnérables non seulement aux attaques physiques, mais aussi aux influences magiques. C'était une façon de préparer le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui était encore à venir. Elle m'a expliqué qu'il testait, évaluait mes capacités, étudiait mes méthodes. Chaque pas que je faisais, chaque décision que je prenais, était surveillée. Elle a clairement indiqué que cela ne s'arrêtait pas là. Mordin savait qui j'étais, savait que je chassais des choses comme celles qu'il contrôlait. J'utilisais cette ville comme terrain d'essai. Maintenant, je devais décider si je devais m'enfuir ou y faire face. Mais il était clair que Mordin ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Il utiliserait n'importe quoi, n'importe qui pour m'atteindre. Jai quittait le magasin avec plus de questions que de réponses. Il savait que Willow Creek n'était plus sûr. La présence de Mordin planait sur la ville comme une ombre, invisible mais oppressante. Les gens ont continué leur vie normale, inconscients du danger imminent. Je savais que je devais partir, mais pas avant de m'être assuré que personne d'autre n'était attaqué. Jai passait les jours suivants à aider l'adjoint Carter à diffuser des informations sur les dangers de l'Ironweed. Nous avons averti les habitants d'éviter d'en consommer et collecter tous les stocks que nous avons trouvés. Evelyn Harper a disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Sa boutique a été retrouvée vide, les pots d'herbes abandonnés, recouverts d'une fine couche de poussière. Avant de partir, je suis retourné dans la forêt. J'ai détruit la vieille maison où s'était caché le vampire, la brûlant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. C'était un geste symbolique, peut-être inutile contre quelqu'un comme Mordin, mais nécessaire pour moi. J'avais besoin de sentir que j'avais fait tout ce que je pouvais pour protéger ces gens. Quand j'ai finalement continué mon voyage, j'ai senti un poids différent sur mes épaules. Il savait que ce n'était pas la dernière fois qu'il entendrait parler de Mordin. Il était patient, rusé, et son influence s'étendait bien au-delà de Willow Creek, mais je savais aussi que je ne pourrais pas m'enfuir pour toujours. Tôt ou tard, nos chemins se croiseraient à nouveau. En attendant, je continuerai à faire ce que Jai toujours fait, chasser les créatures qui se cachèrent dans l'ombre, protéger celles qui ne pouvaient pas se protéger elles-mêmes. Parce qu'en fin de compte, c'était mon objectif.
Mon combat n'était pas seulement contre le mal surnaturel, mais contre la peur qu'il inspirait aux gens. Et tant qu'il y aurait quelqu'un prêt à lui faire face, il y aurait de l'espoir. Le chemin qui m'attendait était long et incertain. Mais je savais que, où que se trouve Mordin, la véritable confrontation était encore à venir.